je reçois Adama Wade, qui est directeur de publication du Financial Afrique. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous venez du Sénégal? Exactement. De Dakar plus particulièrement? Exactement, de Dakar. À 3 heures de vol de Casablanca. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Bon, disons que c'est un peu dans le voisinage. On pourrait faire mieux, c'est ça? Exactement. On va parler d'Afrique? Tout à fait. On parle d'Afrique ou des Afriques? Moi, je pense qu'on parle des Afriques. Exactement. C'est plus approprié de parler des Afriques? Tout à fait. D'ailleurs, la thématique de cette édition, cette 6e édition du Forum Développement, c'est l'Est-Ouest. Ouais. On a l'impression qu'on est l'Est et l'Ouest. Effectivement, on n'est pas revenu complémentaires ou on n'est pas revenu aux vieilles divisions idéologiques entre l'Est et l'Ouest, mais nous sommes dans des intégrations, dans des dynamiques d'intégration entre l'Est et l'Ouest. L'Est africain qui va de la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie, Djibouti, mais aussi à l'Afrique de l'Est, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie. C'est eux qui tirent la croissance économique, j'ai vu, un peu du continent aujourd'hui? Alors, la croissance économique, elle est tirée par l'Est et l'Ouest aussi, parce que c'est deux zones qui font à peu près 6 à 7% de croissance. Je dirais même que pour cette année, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, va faire plus de croissance. Mais comme la dynamique économique ne se mesure pas que par la croissance, on peut dire que ce sont ces économies de l'Afrique de l'Est qui font peut-être la dynamique de transformation du continent africain grâce à la téléphonie mobile, M-Pesa au Kenya, mais grâce aussi aux services intégrés à la téléphonie. Mais pas grâce à l'industrie, pas grâce à la transformation. Alors justement, pas grâce à l'innovation. Justement, c'est là où c'est une analyse qui revient dans la plupart des modèles africains. Il n'y a pas suffisamment d'industrialisation, il n'y a pas suffisamment de transformation. Je pense que quand on parle d'industrialisation, on se tourne avec quelques réserves aussi vers l'Éthiopie qui arrive à attirer des industries destinées initialement à la Chine, notamment dans le domaine textile, des industries donc qui sont relocalisées en Éthiopie et qui sont aujourd'hui exportés, pas dans le reste du continent, mais qui retournent un petit peu vers... Ça veut dire quoi, Adama Wade? Ça veut dire que l'Éthiopie, qui aujourd'hui a un niveau de croissance continu, un train d'autour de 6,5-7%, un des plus hauts du continent. Voilà, c'est dû au fait que c'est devenu progressivement le laboratoire de transformation industrielle et essentiellement du textile chinois. En fait, je dirais que beaucoup d'entreprises et d'investisseurs chinois ou bien mondiaux qui voulaient aller vers la Chine se tournent aujourd'hui vers l'Éthiopie grâce à un environnement d'affaires rénové et surtout grâce à une main-d'œuvre très abordable, qualifiée et qui est disponible. Donc l'Éthiopie devient une petite Chine parce que c'est 85 millions d'habitants, c'est abondamment de main-d'œuvre qualifiée, des ouvriers spécialisés. C'est un coût énergétique très faible aussi. C'est un coût énergétique faible, mais aussi c'est un environnement des affaires bien rénové qui est très attractif pour ce type d'investissement. Ce modèle éthiopien, est-ce que vous considérez, vous qui êtes un fin connaisseur de l'Afrique et de la dimension économique et financière, qui est transposable et modélisable à d'autres pays du continent? Oui, ou pas, voilà, pour en revenir au slogan du forum, quand l'Est rencontre l'Ouest, moi je dirais que ce modèle, il est transposable quand il aura abouti. Parce qu'aujourd'hui, il est en plein vol. Et je dirais que l'Est rencontre l'Ouest. Il y a un projet qui m'a frappé, parce que c'est un vrai projet d'intégration. C'est le fait que les phosphates marocains rencontrent le gaz éthiopien pour produire des fertilisants destinés à la sous-région. Et je dirais demain même... c'est souvent pour l'agriculture d'ailleurs. Effectivement, peut-être c'est l'expertise marocaine en matière de transformation des phosphates en engrais qui va rencontrer le phosphate tanzanien, puisqu'il y en a, et qui vont produire des fertilisants pour l'Éthiopie et pour la sous-région. Donc, les dynamiques d'intégration, elles doivent être beaucoup plus pragmatiques, économiques, et elles doivent inclure des chaînes de valeur partagées entre plusieurs pays. Sur cet enjeu d'intégration économique, on a l'impression qu'on prend un peu de retard. Il n'y a quasiment aucune harmonisation, il y a des problèmes structurels en termes d'infrastructures, déficit, il y a des problèmes d'ordre juridique, il y a des problèmes d'ordre fiscaux, d'ordre monétaire aussi. Donc est-ce que le principal défi et levier à actionner pour essayer de remettre un petit peu l'Afrique en marche, et sur la marche de la mondialisation, il faut travailler là-dessus, un peu comme les Européens le siècle dernier, ou pas? D'accord. Donc les modèles d'intégration en Afrique et en Europe sont très différents parce que l'Europe a créé son intégration autour d'un noyau de pays
je pense que c'était 6 pays, et autour d'une matière première, c'était le charbon. Et l'acier. Voilà, et d'une matière transformée, c'était l'acier. Donc il y avait des intérêts économiques très forts dès le départ, et ces intérêts sont censés aboutir à des intérêts politiques, c'est-à-dire à une politique commune, une construction européenne. À une construction européenne. Pour le moment, une diplomatie, plus de 60 ans après, on n'a pas encore abouti à l'intégration politique. Il n'y a pas un ministère européen des Affaires étrangères, par exemple. Or, en Afrique, c'est le schéma inverse. On est parti d'une vision politique d'intégration. Et cette vision, elle a été nourrie de forums, de traités, de conventions pendant des décennies. Mais depuis une année, depuis 2 ans, il y a une nouvelle dynamique d'intégration fondée justement sur un marché commun, ce qui est la ZLECA, la zone de libre-échange continentale. Donc le traité a été signé en mars 2018 en Éthiopie. Nous sommes donc plus d'une année après, il y a déjà 20 ratifications. C'est inédit dans l'histoire de l'Afrique, puisque nous sommes 20 pays. 20 sur 54, c'est ça? Non, c'est 44. 44 au niveau c'est 44 qui avaient signé. Oui. Et sur ces 44, 20 ont déjà, aujourd'hui, une année après, ratifié. Donc, plus que 2 conventions pour que ce traité de libre-échange entre en vigueur. C'est donner la possibilité d'avoir une mobilité à la fois humaine et économique, marchandise, sur une large partie du continent. Exactement, c'est donner la libre circulation qui fait partie d'un traité en annexe de cette convention. Donc c'est la libre circulation qui est aussi l'un des sujets de crispation, il faut le dire. La libre circulation et le droit d'établissement ne font pas partie des conventions annexes qui ont été signées avec la même rapidité. Le premier pays qui l'avait signé, c'était justement le Rwanda. Depuis, je pense qu'un certain nombre de pays ont rejoint, mais sur la libre circulation, il y a beaucoup d'appréhension. C'est quoi? Est-ce que c'est les pays les plus dynamiques d'un point de vue économique qui sont favorables, et ceux qui sont moins dynamiques d'un point de vue économique sur le continent sont plutôt tièdes? Moi, je pense que les crispations portent plus sur la sécurité, le fait qu'aujourd'hui, quand même, il y a des pays qui sont en proie à des événements liés au terrorisme, comme le Cameroun, le Nigeria, la zone Sahel. Mais aussi, il y a le fait que certains pays voient cette libre circulation comme un enjeu aussi de pouvoir, parce que c'est transférer une partie de l'agenda sécuritaire vers une zone supranationale, vers Addis Abeba. Il y a de la part de certains États beaucoup d'hésitation. À ce niveau-là, d'hésitation purement politique. Purement politique, mais aussi peut-être sociétale. Avec des mouvements de transformation sociétale. Il y a quand même une opinion publique à travailler, parce que moi, ce qui me revient en suivant les différentes élections présidentielles qui se sont passées dernièrement, c'est qu'il y a une réelle montée des populismes. Il y a un vrai repli identitaire dans le discours. De ce qui se passe en Europe aujourd'hui? Ce n'est pas encore à l'image de ce qui se passe en Europe, parce que les extrêmes droites européennes, c'est de l'histoire, ça se fonde un petit peu sur les mouvements, certains mouvements extrémistes qui étaient plutôt au départ antisémites, et puis progressivement qui sont anti-immigrés. Anti-immigrés, une islamophobie aussi qui se développe. Islamophobie avec la montée du chômage, etc. En Afrique, quand on voit que plus de 40% des jeunes ont moins de 20 ans, on se dit que 40% de la population, excusez-moi, on se dit qu'il y a de vrais enjeux liés au chômage aussi. Il y a de vrais enjeux liés à la pauvreté. La Banque mondiale dit que l'Afrique est la seule zone au monde où l'extrême pauvreté augmente encore. Donc il y a de vrais enjeux sociétaux. Et ça veut dire que ces discours populistes aussi, à chaque consultation électorale, c'est aussi un coup de frein à l'intégration économique? Alors c'est un rappel en fait qu'il y a un travail à faire de la part des élites politiques. Ce travail de sensibilisation sur les bienfaits ou les avantages de l'intégration économique, parce que c'est évident auprès des élites, c'est évident auprès des leaders d'opinion, mais c'est beaucoup moins auprès des jeunes, auprès des populations défavorisées, qui voient dans l'intégration, par exemple, dans la monnaie unique, par exemple, pour la zone CFA,
une des sources de leurs problèmes. La monnaie CFA. Effectivement. Donc le fait d'être adossé à la Banque de France. Effectivement, le fait d'être adossé à la Banque de France, le fait d'être adossé à la mondialisation, je dirais. Et quand on voit ce qui se passe pour le Brexit en Angleterre, peut-être que ça peut nourrir aussi des réflexions de fond, de se dire on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et que le populisme a peut-être ses limites aussi. Effectivement. Moi, je pense que quand on voit le Brexit, on se dit, écoutez, à la longue, à la fin de la journée, c'est la raison qui l'emporte. Parce qu'on revient à des vraies réalités aussi. À des réalités beaucoup plus basiques, c'est-à-dire c'est se nourrir, croître, prospérer, avoir la sécurité, donc évoluer dans un environnement sain et propice au développement. Adama Ouatt, ces dernières années, ces derniers temps, ces dernières semaines d'ailleurs, tout le monde parle de l'Afrique, une fois de plus. C'est l'Afrique, c'est le continent d'avenir. C'est le futur berceau de l'humanité d'ailleurs. Parce que ça peut être aussi après avoir été le premier berceau. Le premier berceau, donc redevenir le prochain berceau de l'humanité. Donc la reconstruction aussi de modèles de dignité humaine, de nouveaux modèles économiques aussi, écologiques, et culturels et spirituels également, parce que ça c'est propre aussi à l'histoire des États africains. Mais j'ai l'impression que ces voies-là, c'est beaucoup plus des Occidentaux, entre guillemets, que des Africains eux-mêmes qui l'apportent. Pourquoi c'est plus des Occidentaux qui disent l'Afrique c'est l'avenir, que les Africains eux-mêmes qui disent voilà, nous effectivement c'est notre continent qui est l'avenir. Parce qu'il y a toujours eu une vraie dichotomie entre l'Afrique réelle et l'Afrique perçue, l'Afrique un peu fantasmée. L'Afrique des multinationales n'est pas l'Afrique des Africains. Donc il y a des réalités à réconcilier et cela passe certainement par les médias. Il n'y a jamais eu de médias africains suffisamment forts. Des médias avec une dimension africaine ou des médias forts dans chaque pays? Des médias avec une dimension africaine ou même dans chaque pays qui sont capables de faire des remontées de l'opinion des Africains sur l'Afrique. Parce que quand on parle de l'Afrique nouvelle frontière, on parle d'une réalité perçue par des cabinets, des think tanks occidentaux. C'est bien, c'est une très bonne chose parce que c'est la perception avec le préjugé extérieur, mais il faudrait réconcilier cette perception avec les remontées qui viennent de l'Afrique elle-même. Comment les Africains conçoivent l'Afrique aujourd'hui? Est-ce qu'ils voient un avenir dans cette Afrique-là ou bien une source de désolation? Quand je vois les mouvements des jeunes immigrés par milliers qui veulent s'échapper de ce continent, là, c'est plutôt l'immigré un petit peu des sans-culottes. Mais quand je vois aussi le mouvement des élites qui veulent tout de suite acquérir d'autres nationalités, investir dans d'autres pays pour échapper, pas à la misère, mais certainement aux incertitudes africaines, je me dis qu'il y a quand même une vraie contradiction entre cette Afrique rêvée, Eldorado, et cette Afrique où les Africains veulent coûte que coûte. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes comme un peu Felwine Sarr, qui est économiste et philosophe aussi, oui, tout à fait. Sénégalais, qui considère qu'il faut prendre le temps aujourd'hui de reconstruire une utopie africaine et qu'avant même de penser déficit infrastructure, défis économiques et sociaux, c'est-à-dire comment endiguer le chômage, il faut d'abord réconcilier les Africains avec l'Afrique, y compris et essentiellement la jeunesse. Malheureusement, l'Afrique n'a pas le temps d'attendre, n'a pas le temps aujourd'hui de reconstruire un modèle. L'Afrique a juste le devoir de s'accrocher aujourd'hui au wagon de la mondialisation parce qu'elle est là, on l'a subi, c'est une réalité concrète. L'Afrique donc doit construire des chaînes de valeur autour du système mondial qui est là, parce que l'Afrique est membre de l'OMC, donc elle ne peut pas ignorer cette réalité. L'Afrique a signé un certain nombre de traités et surtout l'Afrique doit nourrir une population qui va à un rythme très très élevé. Donc il y a urgence. L'Afrique est en urgence et l'Afrique doit se développer avec pragmatisme, avec responsabilité. Première urgence, c'est les infrastructures. Première doter urgence, l'ensemble des pays et le continent d'infrastructures 2.0 qui soient dynamiques pour favoriser justement toute forme de mobilité et puis surtout l'intra-business entre pays africains qui reste très faible. Effectivement. Et les infrastructures reposent sur quoi? Un environnement d'affaires rénové, transparent, une vraie vision, pas nationale. Les visions nationales existent, mais surtout des visions régionales. Parce qu'on parle, par exemple, encore une fois, de la zone de libre-échange continentale, il faudrait des visions pour l'investissement dans les infrastructures d'intégration
Par exemple, on parle des autoroutes est-ouest, des ports, des aéroports, des grands ports, des aéroports. Mais aujourd'hui, tous les grands aéroports que nous avons, toutes les autoroutes que nous avons découlent de visions nationales. Or, il nous faut des visions d'intégration, construire des autoroutes vraiment dédiées au transport africain. Et c'est là où il y a pas mal de choses à faire. Donc uniformiser en fait la vision et l'opérationnalisation d'une infrastructure africaine en fait, et pas une infrastructure sénégalaise, marocaine, égyptienne ou rwandaise. C'est ce que vous êtes en train de dire. Effectivement. Mais toi, ça demande des sous. Alors j'ai vu tout ça, ça demande beaucoup de sous. Alors ça demande un petit peu 50 milliards de dollars, j'ai vu. L'estimation pour... Oui, on parle de 93 milliards. Ouais, et puis on enlève l'autofinancement de 50 milliards. Mais ça, c'était la Banque mondiale il y a très longtemps, je dirais, parce qu'il y a presque 10 ans. Mais les vrais besoins, reposent sur justement les projets que les États et les régions disposent dans le pipe. Il y a des financements, mais les financements existent. L'argent est disponible. Ce sont les projets qui n'existent pas encore. Ça veut dire, et quand vous dites l'argent existe, c'est qu'on a des bailleurs de fonds, des fonds souverains, la Chine, qui est la nouvelle puissance financière aujourd'hui au monde et qui est très implantée en Afrique. En fait, quand on dit que l'argent existe, c'est que nous sommes dans une globalisation, un phénomène de vase communicant qui fait que tous les jours, des porteurs de capitaux scrutent le monde entier à la recherche d'endroits pour investir. On voit que la Fed a dernièrement relevé ses taux en 2018, donc ce qui fait que les grands fonds ont tendance à revenir sur leur zone de base, les États-Unis, la Grande-Bretagne en général, parce que les investissements ils deviennent attractifs. Mais à long terme, ça c'est conjoncturel, à long terme, tous les investissements vont voir des Eldorado, c'est-à-dire les marchés frontières, là où encore c'est possible de faire des rendements supérieurs à 10%. Et ces marchés frontières se trouvent en général en Afrique, une partie de l'Asie, le Moyen-Orient par exemple. Donc ce sont des endroits qui sont propices à l'investissement. Donc l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique doit faire? Parce que ces capitaux existent. Oui. L'Afrique doit juste rénover son environnement des affaires, donner plus de sécurité juridique à ses porteurs de capitaux, leur donner des garanties et en même temps harmoniser ces marchés, parce que l'Afrique c'est 54 pays, avec 54 législations, 54 politiques fiscales, 54 douanes. Donc c'est créer une harmonisation, parce que la ZLECA suppose aussi une harmonisation en termes de normes, en termes d'échange de produits et de services. Donc, il y a des harmonisations à faire pour que cette réalité Est-ce qu'il faut uniformiser aussi la ZLECA, la CEDEAO, tous ces marchés-là, en fait, faire un marché ouvert? Et tout ça piloté aussi par l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine, vous considérez qu'un rôle central, majeur, à ce niveau-là, pour mettre en place toutes ces conditions? Je pense que l'Union africaine n'a pas le choix, puisque la Commission de l'Union africaine, c'est un organe que je dirais aujourd'hui exécutif, parce qu'elle est à l'Afrique ce que les technocrates de la Commission de l'Union européenne, les technocrates de Bruxelles sont à l'Europe. Donc elle a un rôle à jouer, un rôle historique, et c'est elle qui doit réconcilier les antagonismes au sein justement de ces différentes instances pour concrétiser ce vieux rêve africain. Et vous pensez que l'Union africaine est connectée à ce niveau-là? Tout à fait. D'autres priorités, parce qu'il y a quand même des tensions politiques aussi, la lutte contre le terrorisme, les questions migratoires sous la pression de l'Union européenne aussi. Tout à fait, parce qu'il y a la Commission paix et sécurité qui traite de ces questions liées à la sécurité, qui est liée, par exemple, à la paix, par exemple, à la gestion post-conflit. Donc, c'est une commission qui a paix et sécurité, qui a eu pas mal de succès, notamment en Somalie, puisque personne ne pensait que l'Union africaine arriverait à instaurer une paix, même aléatoire, en Somalie. Alors, elle y est arrivée, donc il y a quand même du vécu. Maintenant, par rapport à l'intégration, économique, à l'intégration économique, on va vivre ce qu'on a vécu dans tous les pays, c'est-à-dire c'est des intérêts nationaux qui vont s'entrechoquer. Pourvu qu'en sortant, qu'on établisse une moyenne. On n'aura pas tout ce qu'on veut. Certains pays seront très forts dans les revendications liées à la libre circulation. Ce sont les pays avec une forte démographie
qui n'ont rien à perdre dans ça, au contraire, plus à gagner. D'autres pays sont réticents parce que c'est des pays presque insulaires, donc qui verront dans ces ouvertures de frontières une perte d'identité potentielle. Il ne faudrait pas négliger l'un et l'autre de ces appréhensions. Justement, quand vous parlez de négliger, je pense qu'on a négligé aussi pendant très longtemps la pression démographique comme indicateur aussi, qui a bouleversé les sociétés, et qui a créé aussi, qui est à mon avis à l'origine de beaucoup de tensions sociales et de beaucoup d'alarmes sociales sur le continent. Et ma question, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce que vous considérez que l'avenir du continent africain, c'est l'agriculture? Parce que quand on voit la moyenne aujourd'hui, dans les pays, c'est entre 30 et 40% du PIB. Tout à fait. L'industrie, c'est en dessous de 10. Tout à fait. Et les nouvelles technologies, l'innovation, c'est quasiment insignifiant. Est-ce qu'il faut inverser ou réinverser ces modèles-là aussi? Alors, l'avenir de l'Afrique, c'est l'agriculture. Parce que tout simplement, on ne peut pas se développer dans un contexte de grande superficie. L'Afrique, c'est le deuxième continent au monde, avec une population aussi importante, 1,2 milliard d'habitants, avec une main-d'œuvre aussi colossale, sans penser à l'agriculture. Parce que sinon, on va continuer à faire ce qu'on fait jusqu'à-là, c'est-à-dire dépenser 40 milliards de dollars en devises tous les ans pour nourrir sa population. C'est un paradoxe. On ne peut pas quand même dire que nous avons 60% de terres arables et continuer encore à importer des aliments. Donc l'agriculture, c'est l'avenir. Maintenant, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le concevoir de manière concrète. Comment pousser le secteur financier à avoir un autre regard par rapport à l'agriculture, considéré jusque-là comme secteur très risqué, très peu rentable. Comment amener même les États à édifier des politiques agricoles compétitives avec une vision régionale, puisque la Banque mondiale dit que si on ouvrait les frontières, les stocks de production agricole vont être écoulés. C'est des revenus en plus pour les paysans et surtout on va éliminer la famine en Afrique. Donc il suffit juste d'ouvrir les frontières et jusque-là on est très réticents à faire cela. Et sur l'innovation? Alors l'innovation, on a le Rwanda, je crois que c'est le premier pays aujourd'hui en matière de fabrication de smartphones. Alors non. On a des données comme ça où il y a des pays comme le Kenya aussi qui sont très avancés, mais quand on regarde de près l'ensemble des pays du continent, il y en a beaucoup qui sont en retrait. Est-ce que là aussi, il y a un enjeu aussi autour de l'innovation? Exactement. Il y a une innovation en général liée au secteur de télécom dans un certain nombre de pays. Vous avez cité le Rwanda, mais moi, j'aimerais plutôt citer le Kenya parce que c'est vraiment la locomotive en termes d'innovation, en termes de start-up. C'est là où tout est parti en 2007 avec Safari. Il y a des innovations aussi en Afrique du Sud parce que là, il y a vraiment un écosystème très, très développé autour des nouvelles technologies. Il y a de l'innovation avec des banques les banques sud-africaines qui sont très adossées, qui ont revu leur modèle aussi pour permettre l'émergence de start-up. Mais aussi en Afrique de l'Ouest, nous avons quand même, c'est un laboratoire peut-être silencieux, mais nous avons aujourd'hui des modèles très très développés par exemple, des entreprises qui sont nées dans les 10 dernières années et qui réalisent aujourd'hui par an, qui voient transiter, par exemple, des chiffres colossaux, 4 milliards d'euros à travers, par exemple, la plateforme Wari, qui est une entreprise au Sénégal. Si vous voyez Orange Money, qui est une filiale d'Orange au Sénégal, je m'excuse de la publicité, mais débat oblige, c'est des modèles très innovants qui sont nés tous il y a moins de 10 ans et qui constituent certainement l'avenir de la banque, des télécoms et des assurances. Parce que je pense que l'avenir, c'est à la convergence de ces trois services. Les trois services, c'est-à-dire banque, assurance, télécom, voilà, banque, télécom et assurance. De toute façon, on n'a pas le choix. Et même, je dirais, derrière aussi, avec les services Internet. Ça fait cette année, mais est-ce que ça va permettre aussi, quand je regarde les chiffres de près, la population en âge de travail n'arrête pas de croître? Vous avez fait référence tout à l'heure en disant que 50% de la population, je crois que l'âge moyen c'est 19 ans. Exactement. Mais est-ce que tout ça, il va falloir y répondre aussi? Est-ce que cet écosystème-là va être en capacité de répondre à ce nombre de personnes croissant en âge de travailler? Effectivement. De toute façon, cet écosystème, c'est la nouvelle direction prise par l'économie mondiale. La 4e révolution, elle est là. On le voit quand on voit les GAFA, qui sont souvent tous américains, même si... Très implantés en Afrique. Très implantés en Afrique. Et là, on est dans une ère de désindustrialisation dans les pays développés. Bien sûr que nous, on ne peut pas faire cette économie de l'industrialisation, mais les grands champions mondiaux aujourd'hui ne sont pas dans l'industrie. Donc l'Afrique doit tout en
allant vers son industrialisation, doit aussi se raccorder aux tendances de la nouvelle économie qui est basée sur l'Internet, Donc pour vous, Adama les Oued, c'est échanges. à la fois l'industrialisation et à la fois l'innovation. C'est à la fois l'industrialisation et à la fois l'innovation. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Sans oublier l'écologie aussi. Bien sûr, quand on parle d'innovation, on parle d'équilibre, on parle d'objectifs de développement durable, on parle de préservation de la nature, on parle donc de systèmes intelligents. Dans l'Afrique aussi, qui est le continent où il y a le plus de biodiversité, parce que parfois on l'oublie aussi. Exactement. Donc il doit être une faune et une flore qu'il faut absolument Exactement. préserver et qui serait menacée aujourd'hui. Qui est d'ailleurs menacée. Menacée, voilà, qui pourrait l'être encore plus avec peut-être toute la montée en charge de l'industrialisation en Afrique. Exactement, qui est menacée, mais qui peut trouver une réponse justement dans l'intégration. Parce que pourquoi la flore et la faune sont menacées? C'est parce que les États sont très faibles face aux intérêts étrangers ou aux intérêts organisés et qui, dans la coupe des bois, dans la destruction, par exemple, de la flore et de la faune. Donc pour Adama Oued, l'Afrique 2.0, ça sera autour de l'industrie, de l'industrialisation et des îlots d'innovation. En fait, l'Afrique 2.0 ne doit pas être le principal. C'est le produit dérivé de l'Afrique intégrée autour de l'industrie, autour de l'agriculture, autour de la réalité concrète. Et au service des Africains. Oui, c'est l'Afrique au service des Africains, mais en fait, c'est l'Afrique au service de l'humanité. C'est l'Afrique ouverte. Parce qu'être au service des Africains, c'est cette recherche d'équilibre. Et dire qu'on ne peut pas développer un pays ou des pays sans les citoyens de ce pays. Donc le champ des possibles partira d'Afrique? Le champ des possibles partira en réalité de nous-mêmes, qu'on soit africains ou non, mais le champ des possibles partira d'une nouvelle vision où l'homme est au centre, d'une vision vraiment de partage, de croissance, d'une vision de solidarité, et on en est loin. Merci en tout cas, mais en tout cas on en prend le chemin. Ouais, c'est un horizon. C'est un horizon. Je ne sais pas si on pourra vivre ça de notre vivant. La seule certitude, c'est que quand on aura les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire les 54 pays qui vont fonctionner comme les États-Unis d'Amérique, puisque c'est le modèle pratiquement choisi, nous ne serons pas là. Donc on est plutôt sur le modèle américain Nos que sur le petits modèle enfants européen. s'en effectivement, c'est le modèle des grands espaces, des grands ensembles, des 54 États, pourvu seulement qu'il n'y ait pas de grands électeurs. C'est mon seul souhait. Merci en tout cas, Adama Oued, directeur de publication de Financial Afrique. Merci à vous et belle journée. Merci, ce fut un plaisir. Partagé. Merci beaucoup.